Bonjour à tous, bienvenue dans Click pour une nouvelle vidéo, top 20 de nos films de super-héros préférés avec l'ami Greg. On fait chacun notre classement, vous le suivez depuis la première partie, puisque là c'est la partie 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo. Voilà, mon cher Greg, comment vas-tu? Es-tu prêt pour la suite de notre top? Moi oui, j'ai hyper hâte d'en parler avec toi. Eh bien mon cher Kerr, moi aussi, et j'ai envie de te dire, on commence direct, et si ça te va, je commence avec le numéro 10. Et je vais commencer avec Man of Steel, l'homme de métal, celui que quand on le touche, il est tellement dur qu'il te fait penser à l'acier. Ils auraient dû mettre ça sur l'affiche. Donc version de Superman de 2013, il arrive après ce Superman Returns un peu étrange où on avait senti que Hollywood s'était embourbé dans les scénarios. Il y avait un scénario où il y avait un bébé Superman qui était en fœtus en train de renaître pendant que devant la planète. Enfin, on sentait que les scénarios partaient en cacahuète. Il y avait eu des discussions sur les versions de Tim Burton avec Nicolas Cage. Bref, c'était un peu paumé, et là, on a un Superman, on reprend les bases. Alors certes, on n'a pas la genèse, on n'a pas Smallville, mais on a, et là je parlais pas de la série, mais on n'a pas vraiment tout ce côté apprentissage. On a un Superman qui est présent, qui doit affronter son premier grand méchant, et surtout on a Henry Cavill qui, je trouve, joue particulièrement bien le rôle. Alors quand je dis il joue bien le rôle, c'est surtout que il enfile plutôt bien le costume là, qui fait vraiment la taille d'un super-héros en réel, et surtout on a ce Zack Snyder qui donne un ton complètement différent, plus dur, plus esthétisant à ce Man of Steel. Et franchement, si je le mets aussi haut, parce qu'il est quand même très haut, il est au-dessus de pas mal de films, eh bien c'est pour presque que cette scène où il s'envole, il vole à travers les pampas d'Afrique, les déserts enneigés des pôles nord ou sud, je ne sais pas lequel il avait choisi. C'est l'un des deux. Et du coup, en fait, c'est un vrai moment de gros kiff au cinéma. J'ai pu le voir en plus en IMAX, c'était un énorme bonheur. Encore une fois, c'est pas du tout objectif, c'est totalement subjectif cette vidéo. Et ce moment, je me suis dit, mais c'est mon Superman. Les Superman des années 70, je n'étais pas né. Même si certains un peu coquins me disent que j'étais sans doute déjà à la retraite dans les 70, mais non, donc en fait c'est un peu le Superman de ma génération, et donc c'est pour ça que j'ai peut-être un affect différent. Et 2013, c'est fou que ça fasse 12 ans que du coup Henry Cavill ait commencé à avoir le costume, qu'il ne l'a eu, puis plus eu, puis plus eu. C'est vraiment un acteur qui a, je trouve, une carrière un peu cabossée ces dernières années, et c'est bien dommage. Et du coup, Kerr, quel est ton numéro 10 ? Pour commencer cette vidéo, mon cher Greg, je vais parler de Batman Begins. Begins, commencement, tout y est. Premier film donc, de Nolan de cette trilogie The Dark Knight. Danse, cocktail, Batman Begins. Donc énorme casting dans ce nouveau Batman. Alors recontextualisons un peu le truc. Le dernier Batman que j'avais vu au cinéma avant, c'était Batman et Robin avec George Clooney, Uma Thurman et l'ami Arnold Schwarzenegger en cornetto. Donc forcément, là Nolan arrive, il me dit ça va être mieux que le dernier que t'as vu. Je lui réponds écoute Chris, c'est relativement facile. Un épisode d'Arabesque qui est loupé était mieux que Batman et Robin. Et là, l'ami Nolan nous propose quelque chose qui est très solide pour introduire donc cette trilogie. Et alors, dans les grandes forces de Batman Begins, qui est un film que je trouve très sous-estimé. D'ailleurs, tu ne l'as même pas mis dans ton top 20. C'est pas une critique contre toi, hein, ne sois pas offusqué. Mais voilà, moi je trouve qu'il est sous-estimé. Et un des trucs que j'aime particulièrement dans ce film-là, alors vous allez me dire c'est Katie Holmes, oui c'est Katie Holmes, d'accord, dont j'étais fou amoureux de l'époque de Dawson, mais surtout c'est que Nolan, il invente le Gotham qu'il y aura dans The Dark Knight. Alors vous allez me dire c'est le Gotham des comics
Non, il y a la patte Nolan qu'on découvre dans Begins, qu'on va retrouver dans The Dark Knight et aussi dans Rises. Ces scènes aussi qui sortent de Gotham et qui vont être marquantes, le temple avec Ra's al Ghul notamment, et on le voit, Nolan essaiera de revenir un peu dessus dans Rises avec la prison d'où s'échappe Batman. Dans ce Begins, ça fonctionne bien. C'est un film qui n'est pas à la hauteur de The Dark Knight, on est d'accord là-dessus, mais c'est un film qui a une vraie identité, autant visuelle que narrative, et des personnages qui sont bien travaillés. Là, on est quand même sur du lourd. Christian Bale, qui sortait d'American Psycho, est excellent. Liam Neeson, qui ne faisait pas encore plein de films où il tuait des gens pour se venger. Michael Caine. Voilà, Ken Watanabe en plus, Gary Oldman, Cillian Murphy, qui n'est pas encore le Cillian Murphy qu'il est devenu aujourd'hui, mais c'est du lourd. Donc super casting, et puis une intrigue qui moi je trouve fonctionne bien, parce que si ça commence un peu par la genèse de Batman, finalement tout ce qui va être passage avec l'inondation de la ville, moi je trouve est très très réussi. Et puis il y a ce clin d'œil, ce petit enfant qui sur le balcon regarde Batman, qui est cet enfant est incarné par l'acteur qui jouait Geoffrey Baratheon, et qui dit tu as fait le bien Batman, ça va m'inspirer pour le reste de ma vie. Pouf, les habitants de Port-Réal et Ned Stark sont contents qu'il ait eu la mémoire aussi courte. Donc voilà, Batman Begins, 10e de mon top. Quel est ton 9e top? Un top défi, les amis, on vous prévient, nous sommes fatigués, il est tard, nous n'avons pas mangé, il fait 48 degrés approximativement dans nos casas, donc c'est vraiment un top fait avec amour pour vous, pour nous aussi, pour qu'on kiffe, mais ça va être dur. Donc vas-y mon chat Greg, quel est ton 9? Déjà, je tiens à dire que sur Radio France, j'étais pendant ton avis en train de regarder un documentaire sur la Begin, une histoire créole sur France Musique. Très très beau documentaire. Excellent. Je l'ai vu 2 fois. De mon côté, eh bien, on est un petit peu, on est dans le même groove, on est un peu dans les mêmes tonalités musicales, puisque je vais parler de Dark Knight Rises, car vous en a parlé dans la précédente vidéo, qu'on vous invite à regarder. Clin d'œil. Du coup, eh bien, Dark Knight Rises, qui m'avait quand même beaucoup déçu à sa sortie, et comment est-ce qu'un film qui peut me décevoir est 9e d'un classement où j'avais 40 bons films. On le rappelle, c'est ce que je disais dans la première vidéo. Eh bien, classement, on le rappelle que c'est un top 20 où je suis arrivé avec un top 40. Mais ne remuons pas le couteau dans la plaie de Kerr, qui m'a dit c'est comme si tu me jetais du sel sur cette blessure qui ne se referme pas sur mon cœur. Bref, vous connaissez Kerr, il est dans le lyrisme romantique à la Maupassant. Donc on en revient on en revient très précisément donc sur Rises. Et en fait, le truc, c'est que le problème de Rises, c'est qu'il vient après Dark Knight, en fait. Quand tu viens après un chef-d'œuvre, même si t'as nettoyé tes chaussures, même si t'as mis tes plus beaux souliers, eh ben on t'interdit de rentrer dans la boîte de nuit. C'est son problème. Il y a un casting qui est excellent, c'est bien joué, ça clôture particulièrement bien une trilogie qui est la meilleure trilogie de super-héros, je pense qu'on peut le dire sans trop de détours. Donc c'est franchement un film exceptionnel. Et puis il y a des performances incroyables dans ce film. Il y a Christian Bale qui sort du Machiniste où il a perdu un poids colossal. Là, il revient en ayant pris 14 kilos de muscles. Enfin, c'est vraiment un film qui, au final, a quand même beaucoup de succès. Faut pas l'oublier. Alors, même si on est honnête, c'est un top qui est très 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 subjectif. Concrètement, s'il n'était pas dans la trilogie du Dark Knight, je pense qu'il serait pas dans les 10 du classement. Il serait peut-être un peu en dessous, mais il clôture tellement bien cette trilogie que ce serait difficile pour moi de le mettre plus bas. Mon cher Kerr, quel est ton Alors film ? moi avant, je veux juste rajouter un petit truc sur Begins, mais qui marche tout à fait avec Rises et que j'ai pas cité, c'est la musique. La musique de Hans Zimmer avec James Newton Howard. Faut pas oublier, Zimmer l'a fait avec un autre compositeur qui est un extraordinaire compositeur qui avait fait notamment les musiques des premiers Shyamalan. Et franchement, la BO de Begins, elle est folle. Elle est vraiment folle. Rises a aussi des morceaux très réussis. Je pense notamment au morceau Risey.
au singulier. Je sais pas comment on le dit, hein. Vous le direz chez vous et vous vous moquerez. Mais voilà, donc la musique, je voulais le citer. Passons donc à mon 9e. Et c'est un film que t'as pas cité. Donc je suis content d'en parler. C'est Man of Steel. Man of Steel, donc de Zack Snyder. Donc l'homme d'acier, hein, celui qu'on touche. Et quand on le touche, on se dit, ouh, c'est dur, c'est de l'acier. Bon, je le fais pas aussi bien que toi. Mais vous avez compris, donc Man of Steel de Zack Snyder. Ce Man of Steel, c'est une grosse claque au cinéma, c'est aussi une grosse claque en Blu-ray. J'étais ravi de le revoir et de le revoir. Je pense sur une semaine, j'ai dû le voir 3-4 fois, voire même un peu plus. C'était très plaisant. Alors le truc qui moi m'a marqué sur ce Man of Steel, c'est déjà un petit peu la genèse. J'étais très surpris de voir Henry Cavill arriver sur le rôle de Superman. Pourquoi ? Parce que si pour certains Henry Cavill c'était juste un Apollon au corps parfait et à la musculature qui nous rend tous jaloux, pour moi Henry Cavill c'était surtout les Tudors. Et dans les Tudors il jouait extrêmement bien, donc je savais que derrière ce physique d'Apollon il y avait aussi un excellent acteur. Et dans le premier trailer, on voit Henry Cavill barbu, avec des vêtements de bûcheron, dans la nature. Et là, on se dit tous, ah mais c'est Into the Wild. Donc là, grosse attente sur Man of Steel, parce que Snyder, parce que ce côté un peu étrange du trailer, parce que le potentiel qu'il y a avec Superman. Et puis ça fonctionne en fait. Alors bien évidemment, la ressemblance avec Into the Wild ne dure que quelques minutes. Hein. Ensuite, Cavill enfile son slip au-dessus de son costume et on est parti dans une intrigue qui est brutale, où il y a énormément de dégâts, qui est très spectaculaire, avec un Michael Shannon en grand méchant qui est très bon. Amy Adams, qui est une très grande actrice, qui incarne une Lois Lane qui, je trouve, est trop effacée, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Hein. Donc très bon casting, et Henry Cavill fait vraiment le taf. Le film est vraiment spectaculaire, donc je trouve que là Snyder a vraiment soigné l'entrée de son Superman dans le DCU. Très bon souvenir de ce Superman là. S'il y a comparaison, parce que forcément on l'a fait, entre celui de Gunn et celui de Snyder, c'est deux ambiances complètement différentes. On est sur un Superman là qui est dans la toute puissance, qui est confronté plus à des problèmes, qui est pas de savoir s'il va sortir intact d'un combat parce qu'il se prend une raclée de ouf, comme dans Superman de Gunn, mais là la vraie question que se pose Cavill, c'est je me balade tranquillou bilou, est-ce que je tue ou pas mon adversaire ? C'est ça la vraie problématique. Donc on est dans l'émergence avec Man of Steel d'un Superman que j'apprécie beaucoup, le Superman un peu christique, tout puissant, que Snyder va encore plus développer dans BVS et dans la Snyder Cut. Donc voilà, sa place dans mon top 10 est amplement méritée, et il l'était aussi dans le tien. Donc comme ça va à mon avis être assez rare, non quoique, dans cette vidéo-là à mon avis on en a 4-5 en commun, mais là Man of Steel, oui, c'est justifié, je trouve. Quel est ton huitième ? Mon 8e, mon cher Kerr, c'est tout simplement mon film d'animation d'ici, le plus haut de ce classement, et c'est la Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint. Alors, de quoi ça parle ? C'est un film de 2013. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent qu'il est quasiment tout le temps dans mes tops. Et le principe, c'est quoi ? C'est que Flash, eh bien, il a aussi connu, un peu comme Batman, un moment très triste de son passé, et il veut le changer. Sauf qu'en le changeant, il va changer tout l'univers. En fait, c'est le côté effet papillon. Tu changes un élément, le monde entier évolue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Comment c'est possible ? Quel est cet univers alternatif ? Et c'est extrêmement bien réussi. On a vraiment cet univers, ce Flash est extrêmement réaliste, autant que peut l'être des films de super-héros évidemment. Ce Barry est extrêmement bien écrit. Je pense que c'est ma version que j'ai pu voir à l'image du Flash que j'ai préféré.
de très très loin. C'est un film qui a des rebondissements, c'est un film qui a un très bon rythme. Franchement, je ne peux que vous conseiller ce Flashman Paradox, qui est, je pense maintenant, on peut le dire, un vrai classique des films d'animation de super-héros et un vrai classique des films de super-héros tout court. Donc je ne peux que vous le recommander. Et quand je dis ça, c'est presque une supplique, parce que si on prend l'exemple de Kerr, ça fait au moins une dizaine d'années que je lui conseille de voir le film. Et Kerr, as-tu vu ce film ? Alors, la réponse est non, mais sache, parce qu'il y a quand même du positif dans cette histoire, je suis en train de lire le comics. Je suis à peu près à la moitié. Et bon, ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai commencé, mais il est toujours dans la table de nuit et il m'attend chaudement. D'ailleurs, tu sais que j'ai donc aussi, il nous là, faut tu juste peux 10 ans voir, de plus, mais en fait. le Superman que tu m'avais conseillé est là. Hein. Voilà, ne sois pas mauvaise langue. Ben, je suis pas mauvais, je suis factuel, comme on dit. Par contre, je suis étonné, vu que tu as dit que tu avais mis c'est le DC le plus haut. Je suis étonné que tu aies pas mis dans le top 20 un autre DC que tu m'avais chaudement conseillé, qui était The Dark Knight Returns. Pour le coup, lui, je l'ai regardé. Il est très bien, mais j'ai pas mis non plus dans ce top 20 Superman All-Star, qui est un excellent film d'animation sur Superman, et sur lequel James Gunn dit qu'il a adapté son film de Superman, alors qu'ils n'ont quasiment aucun rapport. Alors il y a des robots, mais à part ça, ça s'arrête là. Ils ont la même cape, elle est couleur rouge, mais globalement, il s'est plus ou moins essuyé sur le scénario. Après, il dit qu'il s'en est inspiré, il n'a pas dit qu'il allait copier ligne à ligne. Mais si vous voulez voir un autre film qui est aussi peu connu, donc il y a Superman All-Star, comme j'ai cité, ou encore Superman versus The Elite, qui sont deux excellents films également chez DC, qui ne sont pas dans mon top, mais qui le mériteraient. J'en profite pour vous dire qu'on a un très gros programme tout l'été de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de films, de cinéma, de séries, de passion autour des deux, et ça va comme ça aider à faire grossir cette communauté, et c'est un moyen aussi de soutenir la chaîne. Et toi, Kerr, quel est ton numéro 8 ? Eh ben mon numéro 8, Greg, c'est tan 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 tan. Non, j'y arriverai pas. G.I. Joe. Mais oui, c'était ça. Mais en fait, j'ai commencé le thème d'Avengers beaucoup trop tôt. Et du coup, là, je pense qu'il y avait eu 15 minutes d'intro. Et on n'aurait pas eu tout le monde. Avengers, bien évidemment, vous l'avez compris, vous l'avez reconnu musicalement, c'était fait d'une main de maître. Avengers, premier du nom, tu l'as déjà cité dans la première partie, que si vous n'avez pas vu, on vous conseille d'aller regarder Clin d'œil. T'as vu, j'ai innové, j'ai proposé le clin d'œil. Ça, c'est sympa, il faudrait qu'on reprenne. Cette vidéo va durer 3 jours, vous êtes prévenus. Donc Avengers de Joss Whedon, qui avait fait Buffy, qui a massacré ensuite Justice League, et qui ensuite a fini aux oubliettes du fait de son attitude sur les plateaux de tournage. Mais restons sur Avengers, c'est le positif. Joss Whedon fait un bon boulot sur ce film-là, qu'on n'attendait pas aussi bon. Moi, je trouve que la recette fonctionne admirablement. Tu l'as dit dans la précédente vidéo, mon cher Greg. On a vraiment une équipe qui fonctionne bien, où chaque personnage qui a pourtant été développé dans des films solo, alors pas tous, hein, c'est pas le cas de Black Widow, c'est pas le cas d'Hawkeye, mais c'est le cas de Captain America, Thor, Iron Man et Hulk, alors même si c'est un autre Hulk, hein, c'est Mark Ruffalo et puis Edward Norton, et ben en fait ces personnages-là sont encore une nouvelle fois, je trouve, très bien développés dans Avengers. On a ce Hulk qui fonctionne bien, on a la relation entre Hawkeye et Black Widow qui marche bien aussi. On a la création de cette équipe qui se fait à merveille, notamment avec cette scène où ils sont tous en train de se taper sur la tronche dans la forêt. Il y a l'attaque ensuite des Chitauri sur New York, l'arrivée de Loki, le Loki qui se fait exploser par Hulk. Il y a plein de choses dans ce Avengers qui marchent très bien, et il y a plein de choses surtout que le MCU n'a jamais réussi à refaire. Et ça, il faut le saluer. C'est un des meilleurs films du MCU aujourd'hui, sans aucun doute. Donc je l'ai mis 8ème. Et toi, mon cher Greg, c'est quoi ton top 7 ?
Mon top 7, mon cher Kerr, c'est Constantine de 2005, film avec Keanu Reeves. Ce film, c'est un gros coup de cœur personnel. C'est un film que j'ai revu à de nombreuses reprises. Il faut avouer que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais fan d'un genre. Je ne connaissais même pas son nom. Alors j'ai appris après coup que c'est de la dark fantasy, mais dans un sous-genre précis qui est la urban dark fantasy. Et j'aime bien cet univers de dark fantasy qui mélange un peu le mysticisme qu'il peut y avoir autour des anges, des démons, et le mélanger avec un folklore donc surnaturel que peut avoir par exemple John Constantine. Et en fait, et puis il faut pas oublier que Keanu Reeves quand même à ce moment-là, bon, il a passé les Matrix, il est un peu au sommet de sa forme. Et il le joue parfaitement bien. Je trouve que le scénario a un bon rebondissement à la fin. Et encore une fois, il y a cet affect que je peux avoir par rapport à ce type de film qui sans doute tronque complètement les cartes et me donne envie de le mettre plus haut. Mais c'est marrant parce que quand j'étais allé le voir, je m'étais dit mais c'est... ça pourrait être mieux par rapport aux comics, par rapport à d'autres choses, pourrait être plus sympa et tout. Et au final, ce film est vraiment très largement au-dessus de la qualité moyenne des films pas que de super-héros, mais des films américains qu'on peut voir ces dernières années. Et c'est un film qui a vraiment une âme. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, on sent vraiment un univers qu'on peut toucher, qui est réaliste et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon cher Kerr, quel est ta reco suivante? C'est le 7e, mon cher Greg, et c'est un film que j'ai bien apprécié au cinéma, mais surtout que j'ai redécouvert en le revoyant, et là pour le coup ça a été un énorme plaisir, assez récent d'ailleurs. C'est Logan, Logan de James Mangold, donc sorti en 2017. Il aurait pu être plus haut dans ce classement. J'ai beaucoup hésité à le mettre 7e ou plus haut, donc porté bien évidemment par un Hugh Jackman, par Patrick Stewart, Daphne Keane qui était excellente en X-23, Boyd Holbrook qui sortait donc de Narcos, donc voilà, un joli casting. En plus, on avait Eric Lassalle d'Urgence qui jouait Benton, qui là joue le fermier. Enfin voilà, moi le casting j'aime bien. La photo, la réalisation de Mangold, c'est parfait. On comprend pourquoi ça lui a ouvert des portes derrière dans le grand Hollywood. Mangold existait déjà avant. Moi, ce que j'apprécie dans Logan, outre l'intelligence de son scénario, l'interprétation de Hugh Jackman qui est très bon et on sent vieillissant, il porte le poids des années X-Men sur ses épaules, mais il le campe toujours admirablement. Et d'ailleurs, tout le film, on se dit ah mais attends, c'est la fin de Hugh Jackman. Moi, j'ai pas envie que Hugh Jackman s'arrête ici. Si seulement un jour il pouvait refaire un film, je sais pas moi, avec Disney et puis Deadpool, enfin bref, on le savait pas à l'époque, mais on n'avait pas envie de tourner la page Hugh Jackman. Et alors moi, le truc, donc je disais, qui sort du lot et qui fait que ce Logan est très haut, c'est que c'est de tous les Wolverine qu'on a à l'écran dans les précédents X-Men, et on l'a vu un paquet de fois, c'est pour moi celui vraiment où le Logan est le plus bestial. Et c'est un aspect du personnage que j'apprécie énormément dans les comics. Et là, qui est parfaitement retranscrit dans ce film. Il fait pas les choses à moitié, ce Wolverine. Et c'est sa meilleure représentation à l'écran. Donc Logan, top 7, fort logiquement. Et toi, mon cher Greg, quel est ton numéro 6? On approche du top 5. Et donc mon numéro 6, mon cher Kerr, eh bien c'est Logan. Et comme tu en as déjà tout dit, eh ben, je vais pas faire une répétition. C'est un film que j'ai particulièrement apprécié. Le nouveau Deadpool Wolverine était très chouette, mais il a cassé la promesse qu'on ne reverrait plus Hugh Jackman en Wolverine avec ce Logan, et c'est tellement dommage parce que c'était une fin tellement parfaite, mais du coup c'est tellement dommage, mais il faut gagner des dollars, du pognons, comme on dit aux US, et du coup bah ça gâche. Après oui, il est sympa Deadpool sur Wolverine, mais regardez Logan et à la fin on se dit mais c'est fini, c'est une fin parfaite. Vraiment, ce film, je l'ai vraiment kiffé beaucoup. Et même l'apparition de Patrick Stewart, on s'y attendait pas du tout à voir un Patrick Stewart aussi affaibli. Bref, j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton numéro 6 ? Eh ben mon numéro 6, mon cher Greg, j'ai énormément hésité avec un autre film parce que c'est le titre pour moi, un de meilleurs films du MCU qui s'est joué entre ces deux-là. Et le vaincu, mais un beau vaincu, c'est Les Gardiens de la Galaxie 6e, le film de James Gunn,
Sorti en 2014, énorme surprise. En tout cas pour moi, on était donc sur un premier voyage dans l'espace. Alors vraiment voyage dans l'espace parce que Thor ne compte pas vraiment. Ce MCU, c'est complètement assumé, les vaisseaux, un délire, encore une fois de James Gunn. La musique, bien évidemment, particulièrement marquante, tant l'original soundtrack que, bien évidemment, des musiques beaucoup plus célèbres. Je ne vais pas vous les citer, mais vous les avez bien sûr. Toum, tou, dou, tou. Enfin, bref. Les Gardiens de la Galaxie, musicalement, ça marque les esprits, mais même la galerie de personnages fonctionne très bien. Le film, bien sûr, est très très drôle. C'est un peu le truc qui va être innové, j'ai envie de dire, dans le MCU, bien plus que l'avait fait par exemple un Avengers qui avait déjà ses touches d'humour. Là, c'est beaucoup plus fin et ça marche très très bien. Le coup d'aller chercher Sagent, mais qu'est-ce que j'ai rigolé au cinéma quand je l'ai revu au cinéma et tout, ça marchait du feu de Dieu. Ces Gardiens de la Galaxie, moi j'ai énormément aimé. Si on laisse de côté l'humour, la musique qui marque les esprits, etc., les Gardiens de la Galaxie, c'est un film qui est aussi très touchant. Alors déjà, il y a de magnifiques musiques pour accompagner ces scènes-là, mais voilà, il y a des scènes qui touchent vraiment. Et c'est aussi un film du MCU qui a une notion de sacrifice, la Nova Corp, etc. Enfin, c'est une vraie aventure, ce Gardien de la Galaxie. Vraie surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai vraiment beaucoup hésité à lui donner le prix de meilleur film du MCU. Il y en a un autre qui est devant, mais alors d'un rien du tout, quoi. Vraiment d'un rien du tout. Et si vous êtes malin, vous savez déjà quel est mon 5e. Et bien du coup, mon numéro 5, mon cher Kerr, c'est un film de Zack Snyder qui est décidément assez présent dans ce top. Et c'est pour réaliser les Watchmen, les Gardiens. Et j'ai particulièrement aimé ce film. À la fois esthétiquement, je trouve qu'il avait envoyé vraiment du lourd comme souvent avec les films de Zack Snyder, vous allez me dire. Et l'autre point, c'est surtout le scénario. On avait un scénario vraiment très intelligent, très mature, avec des vrais rebondissements. Et Kerr se plaint souvent que je lui parle des choix moraux dans les films de super-héros. Et pour moi, un super-héros, c'est l'archétype du bien versus l'archétype du mal. Et après, on va travailler, comme par exemple avec les Batman, sur qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. À quel moment un gars qui s'habille en cape n'est pas aussi un dingo qui essaye d'enfermer d'autres dingos. Et du coup, je trouve que le choix et la question morale autour des films de super-héros est centrale. Et là, dans ce film des Watchmen, je trouve que c'est particulièrement réussi. Alors, contrairement à plein d'autres films, j'aime moins la version longue que la version courte, parce que du coup, tout le film d'animation, je trouve qu'il n'a pas sa place dans le film. C'est sympa en bonus de Blu-ray, c'est sympa il y a plein de raisons qui le rendraient chouette, mais je trouve que ce film est alourdi par son film d'animation, qui apporte un peu, mais pas tant que ça, par rapport à ce que révèle la fin. Mais d'une manière générale, cette fin, ces choix moraux, est excellente. Et à côté de ça, on a un personnage. Comment traiter le super-héros le plus puissant qui soit avec Dr. Manhattan. Et c'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment des bonnes idées à plein d'endroits. On voit la psychologie que peut avoir quelqu'un et le détachement que pourrait avoir quelqu'un qui partirait complètement comme ça dans ses formes d'omnipotence. Et c'est vraiment... Et le seul lien qu'il a, c'est l'amour, le désir. C'est vraiment un film qui est plus... on pourrait dire qu'il est un peu plus cash que les autres, mais c'est vraiment un film qui est extrêmement bien réussi, je trouve. Mais bon, j'ai des doutes que aujourd'hui il y ait des gens qui ne l'aient pas encore vu, quoi. Mon cher Kerr, quel est ton numéro 5 ? Eh ben, mon numéro 5, mon cher Greg, c'est pour moi le meilleur film du MCU. C'est Avengers Infinity War. Donc, bien évidemment, le film sorti en 2018 des frères Russo. Énorme carton au box-office. Et alors, c'est pas du tout pour ça que je l'ai poli 5e, bien évidemment. Pourquoi Infinity War ? Pour Thanos. Pour sa fin, qui m'a beaucoup étonné. Le snap est pour moi l'élément le plus réussi du MCU.
Et aussi parce que dans ce film-là, grande galerie de personnages, il y en a qui s'en sortent bien mieux que d'autres, Gamora notamment. Et aussi, c'est là où on a la version nomade de Captain America, et cette version-là, je l'adore. Donc, Captain America dans Avengers Infinity War, c'est peut-être sa meilleure sortie. Et surtout Thanos, en fait. J'ai dit en premier, mais soyons honnêtes, le film est sur les épaules du méchant. C'est le seul film du MCU qui est comme ça. Quel charisme, quel personnage, quelle puissance. Thanos est excellent dans ce film. Puis on a aussi des scènes d'affrontement. Par exemple, l'affrontement, c'est sur la planète de Thanos avec Iron Man, Star-Lord, Peter Parker et compagnie, est très très réussi aussi. Alors on pourra regretter peut-être que la bataille au Wakanda est un peu en dessous du reste, mais comme on a le snap derrière et l'émotion qui va avec, grosse claque Infinity War. Il y a bien mieux en film de super-héros, on est d'accord, mais pour moi c'est ce que le MCU a fait de mieux avec les Gardiens de la Galaxie. Je me demande s'ils arriveront à faire aussi bien et à nous surprendre de la sorte. Voilà mon cher Greg pour mon 5e. Place au 4e, on approche du podium. C'est quoi ton nouveau film mon cher Greg? Eh bien, mon nouveau film qui se met juste sur la marche que t'as, pas sur un podium. Donc, c'est Incassable. Donc, ce film de Shyamalan. Pareil, je pense que quasiment tout le monde l'a vu. Si c'est pas le cas, il faut le voir. C'est un des meilleurs Shyamalan. Même si au box-office, c'est une des plus grosses déceptions de Shyamalan. Il sortait de Sixième Sens où il avait fait plus de 673 millions de dollars. Là, il fait 248 millions de dollars sur Incassable. Là où avec Sign, par exemple, il avait fait 408 millions. Donc ça le classe un peu dans la même veine que Le Village avec ses 257, ou même il est en dessous de Split à 276, mais j'ai envie de dire ça ne révèle pas ouais, mais ça ne révèle pas la qualité du film. Le film est excellent, le film est accessoirement, si vous ne l'avez pas vu et que vous voyez que ce film est dans un classement de films de super-héros, bah c'est un peu un spoil, mais j'ai envie de dire à vous de découvrir. Et un truc qui est marrant quand on voit Incassable aujourd'hui, c'est le nombre assez important. Il y a 3 acteurs principaux, de la série House of Cards qui sont présents dans Incassable, donc ça c'est marrant. Et surtout, le truc c'est que il faut se dire qu'à chaque fois qu'on a Samuel L. Jackson et Bruce Willis dans des films, ça fait quand même des films de ouf. C'est-à-dire que les dernières fois où ils étaient ensemble, c'est Une journée en enfer de Joe McTiernan et dans Pulp Fiction de Tarantino. Donc on est quand même sur une base de duo assez solide de l'univers du cinéma. Donc Incassable, un film plein d'émotions, intelligent dans son écriture, exceptionnellement réalisé. Franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter dans ce film. Et donc mon cher Kerr, quel est ton numéro 4 ? Eh ben mon numéro 4, mon cher Greg, tu en as déjà parlé, et ça va arriver souvent sur la fin de ce classement, les amis. C'est Watchmen de Zack Snyder. J'adore Watchmen. Tu en as très bien parlé. Qu'est-ce que je vais rajouter ? Les personnages. Donc tu as parlé de Dr. Manhattan. C'est en effet la toute-puissance, et c'est un personnage qui est extrêmement intéressant dans ce film. Mais c'est pas le seul. Ozymandias l'est aussi. Il y a le comédien aussi qui, d'un point de vue iconographique, est très intriguant, interprété par un Jeffrey Dean Morgan qui sortait de Grey's Anatomy et qui était culte. C'était Donnie Duquette quand même, au Grey Sloan. Donc il y a ces personnes, même le hibou, tu vois, j'apprécie le hibou, j'apprécie Malin Ackerman. Vraiment les personnages sont très réussis, le look. Leur costume, tout est très très bon dans Watchmen, adapté d'un comic book qui est excellent. Là, on est vraiment sur du Snyder qui fait les choses correctement. Et je suis d'accord avec toi, la version longue est moins réussie que la version classique. Watchmen, pour moi, c'est top. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à en faire, à chaque fois qu'ils touchent à Watchmen, c'est bon. Le comic book, excellent. Le film, excellent. Ils prolongent un petit peu l'aventure en comics. C'est réussi, ils font la série sur HBO, c'est un bijou. Watchmen, moi je suis très très attaché à la licence Watchmen, elle est dans mon top 30 des licences préférées que vous pouvez voir sur la chaîne, clin d'œil. Et du coup, voilà, c'est Watchmen, j'adore. Donc 4e. Alors, là, mon cher Greg,
on rentre sur le podium. Et c'est toi qui inaugure notre podium avec, et on est original, la deuxième place pour... Non, je rigole, la troisième. Vas-y, mon cher Greg. Qui a la médaille de bronze des films de super-héros? Eh bien, c'est le film qui a la meilleure... C'est la médaille de bronze des super-héros en cinéma, mais c'est la médaille d'or en film d'animation. Et c'est effectivement Spider-Man Into the Spider-Verse de 2018, qui est mon troisième film de super-héros préféré. Quand je suis allé voir le film, je n'en attendais vraiment pas grand-chose. Sony n'était pas vraiment connu pour faire des chefs-d'œuvre d'animation. L'animation n'était pas fluide. Il y avait plein de trucs où je me demandais à quoi on allait se faire manger. En plus, il y avait vraiment toute cette histoire qu'on sentait que c'était un coup d'opportunité, qu'il devait faire des choses avec la licence Spider-Man et que plus facile de faire un film d'animation que de refaire un film tout de suite, ou en tout cas aussi vite. Et mais quelle claque, quoi! Quelle claque, ce film! Le scénario, la musique, la réalisation, ce film est un sentiment, est une vague de fraîcheur, de puissance 4, mais totale. Je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est toujours aussi bien, quoi. Le film, s'il était sorti aujourd'hui, il aurait l'air d'être toujours aussi moderne que il y a 7 ans. C'est quand même fou et c'est vraiment pas donné à tous les films. Il y a il y a une vraie côté très moderne à tout ce qui est fait, et je suis persuadé que si on regardait ce film dans 5 ans, il continuerait à donner l'impression qu'il a été fait cette année. C'est à ce point-là qu'il est atypique, qu'il est intelligent, qu'il est marrant, qu'il est brillant dans sa réalisation. Vraiment, c'est un film, il ne peut que mériter sa place de top 3. C'est un très grand film. Et toi, mon cher Kerr, quelle est ta médaille de bronze ? Bon, mon numéro 3, mon cher Greg, Spider-Man Into the Spider-Verse. Bah oui, comme toi, on a vu le film ensemble en avant-première à la Villette, avant-première qu'on animait d'ailleurs, superbe souvenir, et on a pris une grosse claque devant ce film. Comme tu l'as dit, alors il a d'énormes qualités, ce Into the Spider-Verse, je l'aime énormément, au point où j'aurais pu le mettre premier sans aucun... problème, il a fallu juste faire des choix, voilà, ça s'est joué à pas grand chose. Pour moi, il y a vraiment un fossé avec par exemple les Infinity War et les Gardiens de la Galaxie que j'ai mis en 5 et 6 par exemple. Là, Into the Spider-Verse, grosse surprise parce que comme tu l'as dit, on n'en attendait absolument rien. Parce que, voilà, tu l'as dit, je vais pas répéter, mais production Sony, Nainaner, etc. Et au final, on a un film qui est magnifique, avec une musique qui est top, vraiment top. Et derrière, on a une intrigue qui fonctionne vraiment bien. Tout est bien écrit. Il y a des idées dans l'animation, il y a des idées dans la narration. Enfin, des personnages qui sont vraiment chouettes. C'est un sans faute, Into the Spider-Verse. C'est pour ça que derrière, Across the Spider-Verse, que j'ai pas mis moi dans mon top 20, souffre un petit peu de la comparaison. Ils sont arrivés avec un film qui est vraiment un film doudou, quoi. Moi, je l'aime énormément, ce Spider-Verse. Donc voilà, mon cher Greg, on a tous les deux mis Miles Morales à la 3e place. Là, je suis intrigué parce que, bon, j'ai ton top 1, bien évidemment. Disons-le, et je vais pas le révéler, mais dans la vie, j'ai 3 certitudes. C'est 1, après le dimanche, c'est le lundi. 2, l'ami du petit déjeuner, série Corée. Et 3, le film préféré de Greg en super-héros, c'est, et vous découvrirez dans quelques minutes, le problème c'est que je n'ai pas ton deuxième. Donc là, tu vas potentiellement me surprendre, ou alors il y en a un immense que j'ai oublié, et ça va être la surprise. Alors, quel est ton deuxième ? Eh bien, mon film, c'est The Batman. Et quand je dis The Batman, c'est moi qui rajoute le The pour essayer de mettre un petit peu de mystère, parce que c'est pas celui avec Robert Pattinson. C'est le film Batman de Tim Burton, qui était fait en 1989. 89, Kerr et moi avions déjà 50 ans. Salut Simone. Et du coup, je sais pas pourquoi je dis bonjour à Simone. Et le truc, c'est que c'est on est... C'est exactement. Et du coup, c'était une claque. C'est la première fois, je pense, où je prends un pied tellement grand au cinéma pour voir ce film que je ne vais pas voir au cinéma, parce que c'est à ce moment-là, j'ai 6 ans. Et le Batman, tu vas pas le voir à 6 ans au ciné, je tiens à te le dire tout de suite. Même si tes parents, ils regardent pas trop où tu vas
après l'école, le Batman, tu peux pas te le faire à 6 ans tout seul sur ton argent de poche. Et c'était vraiment un énorme coup de cœur. Michael Keaton, Kim Basinger, Jack Nicholson, un casting de fou, mais surtout cette esthétique complètement gothique de l'ami Tim Burton, qui crée un Gotham City qui est dantesque, qui est oppressant, et en fait il crée un look. Alors c'est un truc qui revient dans beaucoup de choses que j'ai dit, mais il crée un look d'un film qui est, on pourrait faire des images par image et mettre, vous savez, en roman photo, les Michael Keaton comme ça, que ça en ferait un comics books hyper stylé. Et ça, c'est quand même la marque des plus grands. D'être capable de faire un roman photo avec ces films, c'est quand même pas donné avec tout le monde. Donc, globalement, il y a un look qui est extrêmement fort. Il y a un scénario qui se tient plutôt bien. Et puis, on est en train de parler d'un top personnel. Et je peux dire que le top personnel de quand j'ai eu le droit, enfin, de voir le film, et qu'il y avait cette Batmobile qui passait sous la cascade, etc. C'était quand même très fort. Le Batmobile que j'ai pu voir à Londres, parce qu'il y avait à l'époque un magasin de la Warner Bros. Donc quand j'étais allé là-bas un été, et du coup, en fait, ce film, c'était quand j'étais gamin, j'avais les jouets, j'ai eu la Batmobile. Enfin, ce film est, je pense, une des raisons de mon amour des films de super-héros. C'est excellent. Et accessoirement, je ne l'ai pas dit pour le 2, mais pour l'anecdote, Kerr, donc j'adorais ce Batman. Ma grand-mère m'amène voir le 2, Batman le défi. Et au milieu et donc elle, c'est une grand-mère, elle ne sait pas du tout ce que c'est et comment ça va être. Et pendant le film, je sentais qu'elle était de plus en plus mal à l'aise en se disant, mais est-ce que je vais me faire engueuler par ses parents de lui avoir montré un truc, tu sais, t'imagines. Donc on a Michel Pfeiffer qui est habillé en presque BDSM, on a le pingouin qui est hyper flippant et qui est en train d'enlever des enfants, et donc le Batman le défi, j'étais au ciné, quand au milieu du film, j'ai ma grand-mère qui me tape sur la tête en disant je dois faire des courses, faut y aller. Moi, je me dis, mais on va faire des courses au milieu du film. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit, non, mais il faut que j'aille acheter, je crois que c'était de la menthe, ou elle me dit un truc. C'était tellement bidon. Et du coup, j'ai dit, mais on va acheter de la menthe et tout, quand on est gamin. Et du coup, on est parti, et j'ai pas compris pourquoi. Et donc, je cherchais en permanence, quand le film est enfin arrivé sur Canal et tout, et puis après la télé, à le voir, en fait. C'était... Donc, j'ai un attachement très particulier avec grand-mère que j'adorais. Et le truc, c'est que pas parce qu'elle n'est plus sympa, mais parce qu'elle n'est plus là. Et le truc, c'est que c'est c'est des souvenirs énormes, quoi, ce Batman de Tim Burton, ces Batman de Tim Burton, c'est des souvenirs qui me sont très très chers, et donc il me laisse sa place numéro 2 sur mon top de très très loin. Bah moi, ma grand-mère m'a emmené voir Toy Story et Gladiator. Et les deux, je l'ai beaucoup remercié, et Gladiator énormément. Voilà. T'avais quel âge pour Gladiator? Elle t'a amené, t'avais 7-8 ans, non? Gladiator, tu vas raconter... J'avais 17. 16-17. Ton deuxième est dans l'univers de Batman, mon cher Greg. Moi, beaucoup moins. Mon deuxième, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan. Tu vois, dans la préparation de cette vidéo, mon cher Greg, The Dark Knight a longtemps été troisième, mais bon, je l'ai passé deuxième parce que la qualité, parce que c'est aussi un film coup de poing qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. C'est les étoiles qui s'alignent bien, tout en ayant un aspect absolument dramatique aussi, puisqu'on a le décès de Heath Ledger, on a Morgan Freeman qui a failli décéder aussi pendant la promo, on a Christian Bale qui a été arrêté. Enfin, le chaos est un film culte avec un Nolan en très très grande forme. Des scènes qui vont énormément marquer, enfin le crayon, l'hôpital, enfin la fin, la réplique de fin sur le Chevalier Noir, enfin vraiment il y a bon, peut-être que quelqu'un en parlera mieux que moi, mais The Dark Knight, très grand film, donc je le mets deuxième et c'est largement justifié.
Voilà mon cher Greg. Quel est, roulement de tambour, quel est ton numéro un? Laisse-moi deviner. Est-ce que ça serait pas Quantum Mania? Parce que tu l'as pas encore cité, Quantum Mania. Ce n'est pas ça, effectivement, mais c'est le Dark Knight, le film de Nolan, qui est un de mes films préférés ever. Donc là, quand on fait un classement des films de super-héros, naturellement, il se retrouve tout en haut. C'est un film qui est... alors, vous le savez, j'ai un attachement particulier pour le Batman, tout simplement parce que, bon, alors certes, c'est pas que moi aussi, j'ai combattu le crime officiellement dans les rues de Gotham. Je ne peux pas parler de ce sujet en vidéo. Ce n'est pas bien. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est donc j'aime vraiment beaucoup Batman tout court. Mais là, c'est une réinvention du genre. Begins, je me suis dit, ok, sympatoche, ok, why not. Mais là, en fait, on arrive et on se prend un énorme coup de poing. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, dire non mais Nolan, incroyable et tout, il avait fait Memento. Bon, c'était cool Memento, mais en fait, là maintenant, Nolan, il fracasse tout le monde. Il arrive, il a des films Inception, etc. Il a fait des films majeurs. Mais pour moi, son premier de ces films majeurs, c'est le Dark Knight. C'est un film où il ne s'est pas dit je vais faire un film de super-héros. Il s'est dit je vais faire le meilleur film possible. Je vais prendre du coup ces problèmes moraux dont j'ai déjà parlé entre les super-héros. Je vais prendre le Joker qui va tourner les mécaniques de pensée les unes sur les autres et je vais faire un truc pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et il y a une rencontre d'acteurs. Le Dark Knight sans son Joker, c'est pas le même. Il y a un truc qui rentre dans la mythologie en fait. Quand on a à ce moment-là Heath Ledger qui rencontre et qui donne la parole à Christian Bale, c'est fou. On a un truc magique qui se passe à ce moment-là. On a vraiment la magie du cinéma qu'on se prend en pleine tête à ce moment-là à l'image. C'est bien écrit. Et puis cette musique où il avait fait ce fameux instrument où il a fait un violon électrique qui permet de monter indéfiniment une note pour créer une tension qui ne redescend jamais. En fait, il n'y a pas d'endroit où le film a le moindre, pour moi, de défaut. Le film a un rythme qui se tient. Je l'ai vu pas mal de fois pour que commence à un peu, je me dis ok bon là j'ai vu trop de fois, faut que je mette un an entre les deux pour que du coup je puisse le redécouvrir. Et puis cette scène de casse qui commence, en fait, on pourrait pas être dans un Batman, ce serait une des meilleures scènes de casse de bien de nombreux films. Et le génie de Nolan, c'est de prendre un film comme It, qui est un film qui est exceptionnel à bien des écarts et qui révolutionne un peu la manière de filmer très froidement certaines scènes d'action, et il prend ça et il le met, l'ultra-réalisme, il le met dans un film de super-héros où on n'est pas habitué à ça, et ça crée un nouveau style, ça crée un nouveau genre, et c'est exceptionnel. Et ça se termine sur une fin qui doit faire le lien avec une suite de trilogie, mais au final, c'est une fin qui a plein de compromis, a plein de noirceur. Enfin, c'est... voilà. Enfin, franchement, je n'ai que du bien à dire de ce film. Extrêmement épique. Car les paroles de Gordon sur le Chevalier Noir, c'est incroyablement épique. Mais ouais. Et t'as juste cette cape qui vole au vent et tout. Et ils se sont tous donnés. Enfin, on peut redire, il y a des poncifs sur ce film, mais il y a le fait que Heath Ledger s'était donné à fond. Alors, visiblement, les gens reviennent sur le fait qu'il était tout le temps dans le rôle, etc. Ça visiblement, c'est une espèce de légende qui s'est créée au fur et à mesure, et qu'il faisait flipper le casting et tout. Ça, au final, les gens ont démenti. C'est un film où il y a eu des ambitions technologiques qui tournent avec les caméras IMAX au moment où elles pèsent un poids colossal. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et si vous regardez la version Blu-ray actuelle, je sais même pas si HBO Max a cette version 4K pas touchée. Si vous avez vraiment les versions les plus quali Blu-ray, vous verrez que l'image change
de format quand justement on passe des caméras IMAX aux autres, parce que justement l'IMAX est un format qui est moins 16:9 que ce que sont les caméras habituelles, et on est on en prend plein mais les mirettes, quoi. Techniquement, musicalement, scénaristiquement, enfin franchement c'est hyper stylé. Voilà. Mon cher Kerr, quel est ton top 1? Et ben pour mon top 1, mon cher Greg, on part dans l'année 2000, année faste pour un réalisateur que tu as déjà cité, M. Night Shyamalan. En janvier, il sort en France, c'était sorti avant aux États-Unis, Sixième Sens, énorme carton, énorme succès critique aussi. Et en novembre, il sort un autre film, Incassable, que tu as cité et qui est mon top 1. Et là, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est mon humble avis, hein. Pour moi, il n'y a pas de débat sur Incassable. Pourquoi? Pour plein de raisons. On retrouve Bruce Willis après Sixième Sens. Il est extraordinaire dans ce film. Je n'ai jamais vu Bruce Willis aussi bon à l'écran. Robin Wright est excellente aussi. La relation qu'il a avec son fils m'a bluffé. La relation gentil-méchant avec Samuel L. Jackson est très bien construite. On a l'émergence de ce côté super-héroïque qui n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que tu vas voir Incassable, le pitch, c'est un mec qui survit à un accident de train. Est-ce qu'il a une chance de ouf ou est-ce que c'est un peu plus? Tu doutes bien que c'est un peu plus et qu'ils vont pas faire un film juste sur le fait qu'il ait du bol une fois dans sa vie. Donc là, on a ce côté super-héroïque qui va émerger du film et qui va nous donner des scènes absolument dingues. Moi, la scène alors la musique, c'est le morceau qui s'appelle Visions. C'est, je crois, quand il est dans la foule et qu'il touche les gens pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont fait d'atroce récemment. On a le morceau, la scène Orange Man, où il attaque la personne qui attaque une famille et qui donne ensuite la scène de la piscine. Enfin, ces scènes-là, moi, sont des scènes qui m'ont énormément marqué. Moi, j'ai trouvé que dans la mise en scène, dans la photo, dans la direction des acteurs et des actrices, enfin, tout ce film est fou. Il y a, j'ai dit la relation avec son fils, mais moi, vraiment, cette relation-là m'a énormément touché. Quand ils se regardent tous les deux pendant le petit déjeuner, ou quand il soulève les haltères avec son fils, là, enfin, vraiment, je sais pas. Shyamalan est touché par la grâce sur Incassable. J'ai énormément aimé Signe, mais on peut lui trouver des défauts. J'ai énormément aimé Sixième Sens aussi, mais Incassable est au-dessus, quoi. Incassable est au-dessus, ça fait partie de mes films ever. Et pour moi, si tu le mets dans la catégorie film de super-héros, pour moi, juste, je le redis, c'est pour moi, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas de débat avec pourtant les grands films, certains grands films que j'ai cités dans ce top précédemment. Je l'aime énormément, ce film, Incassable. Énormément. La musique de James Newton Howard aussi, que j'aime écouter. Donc forcément, tu vois, quand je vais voir Split, et que là, en scène post-générique, alors déjà, tu entends la musique d'Incassable. Donc déjà, moi, j'ai bugué complètement avec des frissons pas possibles. Et là, tu vois Bruce Willis, mais quoi? J'étais sidéré. Donc Glass, je l'attendais beaucoup, tout en ayant une énorme crainte parce que Shyamalan m'avait énormément déçu sur ses derniers films. Il en a rien fait, mais c'est pas grave. Incassable était voilà, il est touché par la grâce. Voilà pour mon top 1, mon cher Greg. On en a terminé. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, réagir à nos tops bien sûr, mais aussi et surtout proposer le vôtre. Des idées aussi de top, on s'amuse bien à les faire, même si ce sont des vidéos très longues et qu'on les finit à chaque fois sur les rotules. Tant pis. On a donc s'il y a d'autres tops qui vous plaisent. Là, j'entends mon oreiller m'appeler. Toi, je sens que ton oreiller t'appelle également. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un grand plaisir, on l'a fait avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, des bisous!